Boa tarde, bem-vindos de volta. Esse foi o grande Jacó Ginsburg, como eu disse ontem, foi convidado para essa edição da Flip e não pôde vir. Ele está ali falando na editora Perspectiva. Então, agradeço novamente ao Jacó. A Flip já recebeu grandes cartunistas e no ano passado chegou a homenagear um deles, colocá-lo ao lado dos grandes autores do nosso país. Mas a gente sabe que não é qualquer dia que a gente tem uma discussão como essa, que é relevante e divertida ao mesmo tempo, com essas três feras que eu vou chamar ao palco agora. Eu vou chamar então o Plantu, o Rafa Campos e o Riad Sattouf, que vão conversar com o Cláudio Secom. Por favor. Cláudio, que foi convidado no ano passado à Flip, veio falar sobre Milor. Ele é diretor do Centro de Criação da Imagem Popular, é fundador do Pasquim, nada menos do que isso. Trabalhou com Milor no PIF-PAF, atualmente colabora com o Le Monde Diplomatique. E ele vai lançar o seu livro, Cláudios, e também um livro sobre o italiano Dario Fo, às 18h30, no Jardim, em frente à Pousada Literária. Então, Cláudios também vai assinar seus livros. Vai lá, Cláudios. Então, boa tarde. Eu queria agradecer esse convite para coordenar essa mesa e me pediram me deram várias instruções, entre as quais a mais importante é que eu falasse menos que os demais cartunistas, com o que minha mulher está absolutamente de acordo. E eu queria... já que eu acho que sentei nessa plateia esse tempo todo, assistindo a programação magnífica deste ano, extremamente interessante, e eu queria fazer uma pequena pesquisa aqui. Eu queria saber quem é que vem pela primeira vez aqui. Aí, pouquíssima gente. Então, o resto são profissionais, né? O pessoal está aqui todo dia. Eu queria saber... aqui uma breve pesquisa. Quem lê o Globo? Quem lê o Estadão? Pessoal de São Paulo aqui. Quem lê a Folha de São Paulo? Quem lê o Le Monde Diplomatique? Olha lá, vamos ficar contentes. Quem lê Caros Amigos? Bom, estamos aqui. Agora, quem lê tudo isso pela internet? Então, olá, a crise é essa. Eu queria saber quem vê o Jornal Nacional da Globo, mais uma vez. Quem vê a da Band, quem vê a Rede Brasil. Tem gente. Então, vamos lá. Então, eu queria dizer que a questão do humor ela tem estado presente aqui nesta Flip, e nós vimos alguns coordenadores fantásticos aqui, o Joca Rainer Terron, com o Diego e o Sacha, o Paulo Roberto Pires com o Boris Casoy, o Bernardo Esteves, que manteve um diálogo com o Siddhartha e o Janete, mas eu acho que ninguém vai conseguir superar a Yelette Waldman, não como coordenadora, mas como performance aqui, absolutamente maravilhosa. Eu vou apresentar cada um dos nossos convidados, eu vou passar, vamos ver se isso entra. Entrou? Alô? Pronto. Deixa eu passar para trás. Bom, então, nós começamos com o Rafa Campos, para que vocês tenham uma ideia do tipo de trabalho. Como os outros convidados leem um trecho dos seus romances, do que escrevem, dos seus livros, aqui nós vamos mostrar o tipo de trabalho que o Rafa realiza. Eu vou pedir para as intérpretes, as irmãs Viana, que traduzam para os nossos convidados aqui as legendas. Então, esse é um trabalho que o Rafa
apresenta no Ilustríssima, no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo. Posso ir adiante? Isto é um outro tipo de trabalho, eu tirei tudo isso da internet. São livros que o Rafa vem produzindo. Você quer comentar, Rafa? Melhor você falar. Tá bom. Diga lá, diga lá. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, funciona, sim. Né? A primeira imagem é um negócio na Ilustríssima, é o ogro. É um casal reacionário e tacanho. O negócio é muito simples. Ela diz para ele: eu sou muito sensível, aí prefiro não saber todas essas tragédias do noticiário, fico mal. Aí o ogro fala para ela: tipo as dezenas de africanos mortos na universidade. E ela diz: tem universidade na África? Ele também fiquei chocado. E assim, aí a outra pode passar. Esse é um personagem que eu faço para um Red Bull Station, que é um site que é o artista contemporâneo, que é um negócio que não sei por que diabo as pessoas estão acessando o site e vendo. Então é um super-herói de arte que combate as outras pessoas de arte. É um gibi, sai 2 vezes por semana. É uma espécie de aventura em que, enfim, aqui ele está combatendo a curadora pelega. Nessa primeira aventura ele combate o real. Como ele é um artista, ele não enxerga o real, entendeu? O real bate nele, ele não enxerga o real. Pode mudar, é esse o enredo. Vamos lá? Essa é a primeira aparição solo de Deus, que é o personagem que depois eu fiz o livro da companhia, chama Deus Está Gostosa, e ele saiu uns anos pelo caderno da Folha de São Paulo, né? Esse aqui é o livro que o Rafa publicou e vai autografar depois. Deus Essa Gostosa. Isso. A história, o personagem... Bom, vou falando ou faço uma apresentação mais rápida? Vai em frente. Bom, o personagem é esse. O personagem é Deus, a criadora do universo, da vida. Pode passar mais um, Cláudio? Não, acho que é melhor voltar. Sorry. Melhor voltar. Então vamos lá. E ela leva uma vida mundana, apesar dela ter todo esse poder, ser onisciente, onipresente, onipotente. Ela tem uma vida mundana. Esse é o maridão dela, o Carlos, cuca fresca. E ela sai à noite para paquerar. Enfim. Ela vive provavelmente no bairro de Pompeia, que leva a vida parecida com a das pessoas que eu conheço. O enredo é mais ou menos esse. São umas histórias bem simples. Pode ir agora. Pode ir? Pode ir, Cláudio. Esse negócio se originou eu enviava por e-mail e fazia de mouse umas histórias em quadrinho, muito simples. É um fanzine que chamava O Poder do Pensamento Negativo, como destruir a sua vida e das pessoas que você ama em 2 lições. Aí eu passei anos ensinando essa técnica para as pessoas por meio de quadrinhos, né? Esse é um frango racista, que ele quer que não tenha mais galo, nem pato, nem marreco perto do galinheiro, porque conspurca o sangue puro dos galos, e tanto ele cacareja alto que pegam ele e comem. Aí o cara fala: está meio estragado. É por isso que estava cantando esquisito. E, bom, enfim, por causa dessas tiras digitais, eu fui chamado para trabalhar na Folha e continuei com a mesma pegada, que é meio falar mal de tudo que eu tivesse fora, com a esperança que a pessoa me chamasse. Então eu fiz essa tira da Flip, tirando o sarro da Flip, olha, de 2010, acho, 2010, 2011. Então, os objetivos da Flip, que é fazer propaganda política de forma inusitada, FHC, gato, te amo, aí transformar caras acadêmicos em estrelas. Alberto da Costa e Silva, gato, te amo. E aí o último quadrinho, um pouco mais polêmico, eu falo: rebaixar os quadrinhos ao nível da literatura. E aí a personagem, que é uma flipete, falando: Crumb, eu te venero como a Camões, tal. Causou bastante desagrado na época. Eu tenho muito orgulho dessa tira. Pode ir? Pode ir. Esse é o merchandising, é um preço aprazível. Esse livro está lá para ser comprado, autografado. Essa é Deus, ó. É o dia a dia dela, ela acordando. Ela finge que está surpresa porque o marido não está, mas ela é onisciente, então é tudo um charme para ela mesma. Enfim, ela tentando levar uma vida
de pequeno burguesa sendo a divindade máxima do universo. E gostosa. Gostosa no sentido, né? Gosta da coisa. Pode mudar. Pode ir mais uma, Cláudio. Vamos lá. Ela, por um motivo de incompatibilidade biliar, ela saiu da Folha e foi para a Vice. Aquele personagem ogro ficou na Folha. E na Vice continuou com essa pegada política, né? Mas tentando na verdade, foi me deprimindo um pouco fazer o personagem. Então, aí está essa cena dela dançando e falando, massacre do Quênia, maioridade penal reduzida, e os índios, aí o olho de Deus fala, dançar não resolve nada disso. Ela dá um chute nele e fala, não dançar também não resolve. E aí estou eu lá embaixo falando que essa tira é inútil, enfim. Eu comecei a receber muitas intervenções, enfim. É um negócio... Bom, é ali ela no boteco enchendo a cara por causa dos problemas do mundo. São os desenhos livres feitos de lápis e aquarela. Está na Vice, a revista americana, né, que tem aqui também, né? Pode passar. Bom, esse é um livro, até por essa vertente, que enfim, as pessoas que trabalham comigo acham política, né? Eu sou um cara tão... Coitadinho de mim, né? E eu fui chamado para fazer esse livro, Golpe de 64, enfim, que é uma narrativa do que precede o golpe, e essa é uma página dupla, que é o momento do golpe militar, que é uma coisa curiosa, porque ele não tem um momento simbólico, né? Como não teve um confronto bélico aberto, tal, então são as pequenas cenas, botar fogo na Uni, enfim, está lá a Brigitte Bardot, adorei a Revolução de Vocês, porque não tinha tiro. Então, eu dividi em várias cenas. Esse é um livro que está aí também. Acho que essa é a última, né? Pronto? Mais uma. Essa, enfim. Quando eu publicava na Folha, essas são 2 tiras de Deus. Essa é a Jaci, é um personagem, uma divindade indígena, se queixando para ela falando para Deus assim, eles estão exterminando o meu povo, eu quero justiça. Aí, Deus fala para Jaci, quando o homem branco destruir a terra, ele que vai morrer de fome, de guerra e de peste. Aí Deus está consolando, eu sei que isso não serve de consolo, aí já se fala, serve sim. Ou seja, o humor foi ficando menos... e aí tem essa me rendeu... Eu fiquei contente, porque toda vez que alguém me xinga, imediatamente, a cada 30 que me xingam, um defende. E um rapaz me defendeu, mas foram 100 que me xingaram. Foi um massacre de Boston... massacre, olha como a gente entra no negócio da imprensa na cabeça. Foi aquele menino que morreu no atentado de Boston, e aí ele não consegue entrar na fila do céu, porque tem muita criança, olha lá. Resultado dos bombardeios americanos, etc., a fila do céu está cheia. Aí foi considerado de mau gosto, eu não acho de ótimo gosto. Vamos lá? Um trabalho clássico, é isso. Obrigado. Bom, quem leu o Globo deve ter visto várias notas no Anselmo no correr dessa semana sobre o Riad. O Riad esteve na murada da Urca, tomou caipirinha, chopinho, experimentou o jambu, que é um fruto amazônico que tem efeitos terríveis, pode até matar, mas ele não tem medo de nada. Então, o Riad, vocês devem saber, vocês viram a apresentação dele, ele é filho de mãe francesa e pai sírio, e escreveu 2 livros, escreveu 2 livros chamados O Árabe do Futuro. O primeiro está traduzido, existe aqui, pode ser encontrado. O outro ainda não está traduzido, mas está aqui na travessa, o volume número 2, no qual ele conta a história, a experiência dele com 6 anos de passar. Você quer contar você mesmo? Vamos mostrar. Peraí. Primeiro, Pulp Fiction. Alors, ça commence très bien parce que c'est pas un dessin de moi. C'est une erreur, c'est pas moi qui ai dessiné ça. Alors, non. Ça va pas. Donc ça, c'est un... Voilà, moi je suis... Bonjour, hein,
Je m'appelle Riyad Satouf, voilà, je suis français. Et ça fait donc 15 ans que je fais des bandes dessinées. Et ça, c'est donc un de mes personnages dont j'ai fait les aventures pendant plusieurs années en France, qui s'appelle Pascal Brutal. Et c'est un homme qui vit dans le futur proche en France et qui est extrêmement viril. C'est-à-dire qu'il est toujours en quête de partenaires sexuels, il est toujours en quête de bagarres, il est toujours en quête d'expériences un peu extrêmes. Et en fait, c'était une manière pour moi, ce personnage, de parler de la France, la société française moderne, en exagérant tous ces aspects un peu polémiques. C'est-à-dire que Pascal Brutal, il est ultra macho, et en même temps, à certains moments, sans s'en rendre compte, il est homosexuel, sans le faire exprès. Donc voilà, c'est un personnage dont j'ai fait 4 volumes. On peut passer. Ouais. Prochain. Alors ça, voilà, ça c'est La vie secrète des jeunes. Donc La vie secrète des jeunes, c'est une série de bandes dessinées que j'ai dessinées pendant 7 ans dans Charlie Hebdo. Donc c'était une page de bande dessinée qui sortait toutes les semaines et je mettais en image des scènes et des situations que j'avais vues dans la rue et qui mettaient en scène des jeunes. Voilà, donc c'est-à-dire c'était des jeunes qui ou se battaient, ou s'engueulaient, ou se parlaient mal. Et en fait, cette bande dessinée était pour montrer la transmission des valeurs morales en fait entre les adultes et les jeunes. Par exemple, sur cette page, j'avais vu ça dans le métro à Paris, c'était des jeunes qui avaient trouvé une clé pour ouvrir la porte qu'il y a entre les métros. Et donc, ils se mettaient entre les métros, ils risquaient leur vie juste pour s'amuser. Donc voilà, j'en ai fait une page de bande dessinée. Alors ça, c'est un extrait d'une de mes premières bandes dessinées qui s'appelait Retour au collège. Et c'était une bande dessinée dans laquelle c'était un reportage en bande dessinée où je suis retourné pendant un mois dans une école, dans un collège, pour vivre la vie avec les élèves, en fait. Et donc, je leur raconte en bande dessinée leur façon de se comporter les uns avec les autres, etc. Donc, je vivais dans la classe avec eux, je faisais les contrôles avec eux, j'étudiais avec eux, et je me suis rendu compte que j'avais même plus le niveau qu'ils avaient. Donc voilà, je décris les jeunes avec des petites flèches et les différents styles de comportement, d'habits, voilà. Ouais. Alors ça, oui, c'est pareil, c'est la même chose, c'est la même série. Ça va? Alors ça, c'était des dessins que j'avais faits pour des... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as trouvé ces dessins? Ah, very bad, hein? Passe. Alors voilà, ça c'est la première page de L'Arabe du futur. Donc L'Arabe du futur, c'est une bande dessinée que j'ai dessinée l'année dernière, qui est un livre autobiographique et qui raconte l'histoire de ma famille et l'histoire notamment surtout de mon père qui était d'origine syrienne. Il venait d'un petit village en Syrie, il était d'origine très très modeste et grâce à l'école, il avait réussi à venir terminer ses études en France. Et donc une fois qu'il était devenu docteur en histoire en France, c'est donc devenu quelqu'un d'assez brillant et il avait une proposition pour devenir professeur à l'université d'Oxford. Et en fait, plutôt que d'aller à Oxford, il avait préféré aller enseigner dans la Libye de Muammar Kadhafi. Et donc il avait rencontré ma mère qui était française. Et donc ce premier volume qui est traduit en brésilien raconte ses premières années où on a vécu en Libye, dans la Libye de Kadhafi. Voilà, ça c'était quand on est arrivé en Libye. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, dans les années 80, Muammar Kadhafi était un dictateur qui avait pris le pouvoir dans son pays de manière militaire et il avait énoncé toute une grande collection de lois complètement aberrantes. Et l'une des lois était qu'il n'y avait pas le droit d'avoir des serrures dans les maisons. On ne pouvait pas fermer sa porte à clé. C'est-à-dire qu'il fallait tout le temps rester dans la maison. Et si on sortait de la maison, quelqu'un pouvait venir s'y installer pendant qu'on n'y était pas. Donc en fait, quand on est arrivé en Libye, mon père s'était vu offrir une super maison parce qu'il était professeur.
Et on a été faire un tour dans le quartier, et le temps de revenir, il y avait toute une famille qui s'était installée dans notre maison, et qui avait mis toutes les affaires dehors, et qui nous avait dit, trouvez une autre maison plus loin, quoi. Voilà, et dans l'Arabe du futur, donc il y a plusieurs parties. Il y a une partie en Libye, et ensuite, c'est la suite de l'histoire, se passe en France. Donc j'utilise la couleur bleue. Là, c'est des souvenirs d'école. Donc j'étais dans une petite école dans le nord de la France. Et ça, oui, c'est la couverture d'un journal. C'est très intéressant. Très bien. Alors, o livro do Riad é esse aqui, e nós passamos então agora ao Plantu. O Plantu é uma instituição, ele está no Le Monde, publicou o primeiro cartoon dele no Le Monde, primeira charge no Le Monde, em 1972. Isso? E em 85, se não me engano, ele passou a publicar diariamente pelas mãos do Alain Fontaine, se não me engano, e está lá desde agora. Então isso é um fenômeno, Ele numa entrevista dele disse que há uma simbiose entre ele e o jornal, coisa que eu acredito que seja uma coisa rara. Eu só conheço ele e o Chico Caruso com o Globo, não conheço mais ninguém. Vamos ver o seu... Vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Ah, pronto. Nós vamos mostrar algumas... Deixa eu ver se tem alguma... Isso. É isso aqui. Tu veux commenter? Oui, ça c'est... bonjour. Et puis, merci de m'inviter ici à Paraty et puis de dialoguer avec des confrères dont j'admire le talent. Et là, c'était à propos d'autres confrères qui ont été assassinés à Paris. Et évidemment, c'était au moment du drame, de la tragédie de janvier, quand les dessinateurs de Charlie Hebdo ont été assassinés. Et du coup, j'ai repris le tableau de Delacroix. Et puis, au lieu de ce soit des hampes de drapeaux, j'ai mis des petits crayons en espérant qu'il y ait une sorte de lyrisme qui nous emporte vers une sorte de liberté d'expression malgré les tragédies. Et puis ça, c'est notre président Hollande. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a une tête qui ressemble un petit peu à un cornichon. Et j'aime bien le dessiner. J'aime bien dessiner le pape aussi. Et là, je l'ai fait avec sa première petite amie et sa deuxième petite amie sur la moto. Et comme le pape avait dit une phrase très belle sur les homosexuels, « Qui suis-je pour juger les homosexuels ?» Du coup, j'avais fait le pape François en disant « Qui suis-je pour juger les petites amies du président de la République ?» Là encore, à Lampedusa, je trouve que ce pape donne des signes forts de leçons aux hommes politiques de l'Europe. Et c'est vrai que pour aider les clandestins qui essayent de traverser la Méditerranée, c'est un pape qui vogue sur l'eau. Et puis sur l'eau, il y a aussi Jésus-Christ qui marche sur l'eau et qui va vers les clandestins pour leur tendre la main. Mais je fais partie d'une association avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, qu'on a créé avec Kofi Annan. Et on aime bien aussi se moquer gentiment de la religion sans être humiliant. Et parmi les dessins de cette association, il y a un dessin qui a été fait par un dessinateur français. C'est Jésus-Christ qui marche sur l'eau. Les apôtres, ils nagent à côté et puis qui disent « Mais t'es con, elle est bonne ». Et ça me permet de faire des dessins plutôt sympathiques aussi sur la religion. Et puis ça, c'est des dessins que j'ai faits sur l'Afrique, sur le Nord, le Sud. Et c'est vrai que j'aime bien, dans le dessin de presse, c'est un peu comme quand on fait des jeux de mots. Là, ce sont des jeux de signes. Et là, le jeu de signes, entre la carte de l'Afrique et puis une goutte d'eau, ça suffit pour montrer un visage. Et ce dessin est repris souvent dans les livres d'école. Et puis, je me suis débrouillé pour la Terre coupée en deux, pour montrer des petits personnages qui supportent l'hémisphère nord. Et des fois, on sent qu'ils ont du mal à supporter l'hémisphère nord. Il y en a qui sont un petit peu grincheux et dont on peut penser que peut-être un jour, ils deviendront des agitateurs.
Et puis ça, c'est une citation. Et comme dit le poète, l'avenir, la femme est l'avenir de l'homme. Et puis il y a la petite secrétaire derrière. Et le monsieur, il dit « Notez Brigitte ». Et puis elle est toute seule et c'est elle qui tape le courrier. Et c'est peut-être l'avenir de l'homme, mais enfin, en tout cas, elle est secrétaire. Et puis ça, c'est un très vieux dessin des années Giscard, au moment où Giscard était président de la République, c'était en 1974. Et puis ça, c'est la lenteur de l'Europe. L'Europe, c'est une immense machine que j'adore, mais à la fois qui, des fois, ne prend pas des décisions très rapidement. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait en escargot. Bom, eu me permiti mostrar algumas coisas minhas também, o que não é normal. A maioria sem palavras. Gulliver. Isso está em pleno Lava Jato. Isso aqui todo mundo vai entender, não vai sair no Jornal Nacional hoje. As intérpretes conseguem ler? Não? Eu também não. Deixa eu ver. Diz assim, muito prazer, eu sou o sistema, muito prazer, eu sou o que mesmo? O mercado. O sistema e o mercado se encontram. Aqui ele diz, muito bem, tá bem, eu confesso, mas o copyright é meu. E aqui eles dizem, tudo bem, um plano B, mas nós não temos um planeta B. Nós podíamos modificar isso aqui e chamar de país também. Isso aqui são os vários, assim que o Papa foi eleito, os vários problemas que ele tinha pela frente. Ele está com um pequeno guarda-chuva e, na realidade, está enfrentando vários deles. É um grande Papa, o Francisco. Aqui uma homenagem aos nossos cartunistas franceses. Mas para nós tem um outro significado escondido, e a gente vai voltar nisso, que são esses sapatinhos vermelhos. Vocês lembram de alguém que andou na saída de um restaurante com lenço, com um guardanapo na cabeça, mostrando a sola do sapato? Então há um duplo sentido. Muito bem. Vamos agora, terminado isso, vamos agora ao que interessa. Eu tenho perguntas específicas para cada um deles. Para o Rafa, né? O Rafa poderia nos dizer, afinal de contas, como é que veio a ideia, de onde veio essa ideia, por que veio essa ideia de você fazer uma série chamada Deus, essa gostosa, e criar um personagem como esse? Qual foi a reação dos leitores e qual foi a reação do seu editor? A ideia... Sério que vocês ouvem mesmo? Eu falo aqui, sem o microfone, enfim. A ideia é uma piada simples, né, de inversão. Deus costuma ser branco, velho, casto, autoritário, enfim. E eu quis fazer um Deus que eu achasse legal, entendeu? Eu fiz ela mulher, jovem, negra, inversão total dos valores, né? E ao invés de se importar com o que a pessoa faz ou deixa de fazer, ela acha que cada um sabe o que é seu. E tem esse espírito meio... Gosta muito de pinga, gosta muito de sexo, é mais rileque, né? E a reação, enfim, os leitores reagiram bem e o seu editor? Eu mandava por e-mail para as pessoas, junto desse poder do pensamento negativo, entendeu? O poder do pensamento negativo também era uma inversão, né? Na época, eu via aquele livro chamava O Segredo mais divulgado do mundo, né? São umas pilhas enormes daquele livro, tem em todo lugar. E aí, lendo um livro daquele, eu pensei, nossa, isso aqui é um manual da infelicidade, esse livro, porque a pessoa é um negócio de competir pela vida. Eu quis fazer já que é para destruir a vida, eu resolvi dar um caminho mais curto, entendeu? Que eu fiz o poder do pensamento negativo, eu mandava por e-mail, a pessoa podia me colocar no spam, se tivesse bom senso, e
E aí, então, sempre brincava com esse tipo de inversão que tem um personagem com Jesus, que é o Jesus, né? Só o amor salva, que é a mensagem de Jesus está trocada, na verdade, o amai-vos uns aos outros queria dizer outra coisa. E ele está falando, e ele é um cara que ele bate nos homofóbicos, assim, ele é um cara fortalhão, grande, então sempre tem essa coisa de romper com a expectativa, entendeu? Então, espera uma coisa de Deus, era isso. E a reação você quer saber também? Sim, claro, é a pergunta. Assim, ela foi péssima, né? As pessoas não gostam, mas como uma parte das pessoas não gosta, a outra parte fica feliz porque irritou aquela pessoa, entendeu? Então, e aí começa a gostar só para irritar mais ainda aquela então pessoa. Você está felicíssimo, então. Eu gosto de deixar triste, dependendo da pessoa, acho legal. Riad, você já falou um pouco sobre o Árabe do Futuro, mas eu gostaria de saber um pouco como foi o processo, o que te fez decidir contar a sua história, uma verdadeira sessão de análise, em que você conta a sua história neste período em que você tem 6 anos e você era louro. Eu imagino que você era louro, sua barba ainda não tinha, seria loura, e o que aconteceu com você? En fait, donc moi, ça fait donc 15 ans que je fais de la bande dessinée, et quand la guerre civile a commencé en Syrie en 2011, j'avais une partie de ma famille qui habitait encore à Homs, donc, qui est une ville qui a été complètement détruite par la guerre par la suite. Et donc j'ai dû aider une partie de cette famille à venir... voilà. Que foi? Vai pro canal 4. Tradução? Não está passando? O que é? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'ils n'entendent pas. Melhorou? Melhorou? Vas-y, pas si vite. Hein? Il y a un problème? C'est quoi? Non, je sais pas. Et Continue. donc j'ai dû aider une partie de cette famille qui habitait donc en Syrie à venir en France. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à leur obtenir les autorisations en France. Et donc j'ai eu envie de raconter dans une bande dessinée toutes les difficultés qu'on pouvait avoir quand on voulait aider des gens qui voulaient fuir un pays en guerre. Et pour arriver à ce moment-là, au moment où j'allais pouvoir raconter ces difficultés, il allait falloir que je raconte l'histoire depuis tout le début. Et donc je suis reparti donc, sur cette histoire de cette jeunesse au Moyen-Orient, en Libye et en Syrie. J'ai commencé comme ça. E seu pai gostou do livro? En fait, je ne réponds pas à cette question parce que je vais le raconter dans la suite du livre. Ah, tá certo, tá certo. Eu queria fazer uma pergunta para o Plantu. Plantu que está desenhando aqui, a gente já vai ver daqui a pouco o que ele está fazendo enquanto a gente conversa. Eu queria começar por essa que eu já mencionei, que é a chamada simbiose com o jornal. Você nunca teve um problema aqui, nunca teve um problema de estar em desacordo com o seu editor, de ter que discutir? Aqui o Rafa. Ele é canhoto, o Plantu é canhoto, acho uma coisa já extraordinária, e desenha com o dedo, aqui no... Coisa mais linda. Je fais des petites souris aussi, So beautiful. Pronto. qui sont à genoux comme ça. Voilà. Et puis qui fait sa prière. Uma história. Eu peguei, Olá. para conversar aqui, eu peguei várias, enfim, fui pesquisar na internet, etc. Je crois en toi. Eu encontrei uma entrevista do Plantu, antiga, como vocês vão ver, em que perguntava pela tecnologia, como é que ele reagia diante da tecnologia. Ele diz, não, é uma coisa formidável, eu tenho inclusive um fax portátil que eu levo comigo. Faz algum tempo, né, Plantu? Como é que você faz Il y a 30 agora? ans.
Il y a 30 ans. Ben maintenant, j'utilise Internet comme tout le monde et ça me permet en fait de faire le dessin presque en temps réel. Et tout à l'heure, ici à Paraty, je faisais mon dessin pour le journal L'Express et que je vais envoyer, là je l'ai presque fini. Et donc, j'ai un petit appareil photo, c'est comme un scan, je le prends en photo et puis après, je le mets sur Photoshop et puis ça part. Fantástico. Eu tenho algumas perguntas de caráter geral sobre humor, etc. Então, por exemplo, a questão da repressão. Nós tivemos aqui um grande humorista chamado Barão de Itararé, e o Barão havia um jornal que se chamava, isso é um desafio para as nossas intérpretes, um jornal que se chamava Amanhã, era o grande jornal da época, e o Barão de Itararé, então, fez uma paródia do jornal chamado Amanhã. E era um jornal crítico, isso em pleno Estado Novo, e a polícia do Philip Miller entrou no jornal, arrebentou a porta, quebrou tudo, bateu nele, etc. E no dia seguinte ele voltou, arrumou as coisas e pendurou na porta um cartaz dizendo: "Entre sem bater". Então não é de hoje que os humoristas em nosso país atraem a ira dos governantes. Mais recentemente, nós tivemos aqui um jornal satírico, o Pasquim, e este jornal foi um jornal que foi criado durante o Ato 5, que é uma coisa de loucos, né, completamente maluca, de criar no momento em que tinha censura total, e a equipe inteira do jornal foi presa e ficou cerca de 3 meses presa. E hoje a gente ri muito disso, mesmo o Ziraldo, o Sérgio Cabral, etc., contam essa história como uma piada. Aconteceram várias coisas que são engraçadíssimas durante esse período, mas a gente esquece que durante esse período eles estavam numa cadeia na Vila Militar, ali na Conde Bonfim, ali na Tijuca. Eles estavam numa cadeia garantidos porque havia grupos de extrema-direita que queriam matá-los, né? Então, este outro fato que é esquecido, mas na realidade aquilo que hoje, depois que passa, é um alívio muito grande, a gente pode rir muito, etc., mas na realidade houve um perigo real de vida. Isso me leva à questão do humor. Então, a definição do humor é difícil. Se vocês forem pesquisar, Bergson fez isso, Pirandello escreveu sobre isso, há várias tentativas. Eu acho que a tentativa, enfim, acho que quem chegou mais perto, Freud, escreveu um livro chamado Inconsciente e Humor, e o Freud disse que o humor, na realidade, finalmente, ele separa o humor entre um humor de baixo nível, humor racista, sexista, etc. Isso não lhe interessa. Lhe interessa um humor que é um humor mais sutil, um humor mais inteligente. E ele trabalha esse livro, que é, na realidade, uma análise de uma sucessão de piadas, a maior parte de humor judeu, né, o grande humor judeu, em que ele desmonta e tal. E a conclusão do Freud, o que ele diz no livro, é que, na realidade, o humor é a arma do oprimido contra o opressor. O humor, ele desvela o que está escondido, ele desmonta os mecanismos que não são aparentes. Ele, na realidade, ele mostra os pés de barro, ele mostra a falácia dos poderosos, ele ridiculariza aqueles que se consideram onipotentes, etc., e para ele este humor não tem, é sempre contra a autoridade. Essa autoridade varia de circunstância em circunstância, e isso nos leva também a uma outra consideração sobre a subversão do humor, que é, por exemplo, no livro O Nome da Rosa, Humberto Eco descreve, é um livro, na realidade é um livro sobre humor, é um livro onde um dos monges de um mosteiro, ele envenena o livro que seria um livro perdido de filosofia sobre o humor, um livro que não está, enfim, a criação dele, ele envenena para que todos aqueles que lessem esse livro morressem.
O humor assim é tão subversivo como isso? Ele é tão perigoso? Nós temos presente o que aconteceu com Charlie Hebdo et énorme je peux réaction. montrer sur Vas-y. le nom de la rose, je peux montrer notre ancien directeur du FMI qui est français, qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, et il lit le nom de la rose, et avec le moine, comme dans le livre de Umberto Eco, DSK, qu'on l'appelle, il est avec le moine, et le moine il dit: je te répète que le nom de la rose c'est déjà pris comme titre, et l'autre il est en train de dire: oh t'es sûr? Et justement, vous me demandiez le rapport avec mon rédacteur en chef, c'est quand je dessinais une bite sur la couverture du livre, mon rédacteur en chef m'a dit: mais enfin tu as dessiné une bite sur la couverture du livre, et je dis: bah oui mais c'est Strauss-Kahn, je veux dire, donc j'ai quand même le droit, puisqu'il a eu des ennuis avec la justice américaine à cause de ces dérapages dans les hôtels. Donc ça, c'est le travail du dessinateur. Et puis, pour vous montrer que l'humour, comme c'est un ancien responsable politique qui a eu des ennuis à cause de ses activités sexuelles, et ça, c'est des dessins que je ne peux pas... Celui-là a été montré dans le Monde, publié dans le Monde, et ça, par exemple, le talon d'Achille de Strauss-Kahn, j'ai pas pu le publier dans le Monde, mais ça c'est normal, c'est normal. Comme j'ai pas pu montrer non plus publier ce dessin, il a scié la branche sur laquelle il était, ça j'ai pas pu non plus le publier dans le Monde. Mais ça c'est normal, mais on se débrouille comme ça, à flirter avec ce qui est autorisé dans la culture du journal et ce qui est interdit. Et j'aime ce flirt perpétuel et quotidien entre l'amour qu'on a pour les lecteurs et puis la culture commune qu'on essaye de partager. Voilà. Riad, o que você pensa? O que você pensa disso? Hein? J'entends pas. Pardon? Oui? Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens eh bien, de dire? alors c'est vrai que moi, mon travail est un peu particulier par rapport à ce genre de choses. C'est vrai que en fait, moi, je fais des dessins, je fais des bandes dessinées, donc l'humour, je peux me permettre d'avoir plusieurs cases pour faire une blague, par exemple. Mais c'est vrai que en ce qui me concerne, j'ai jamais l'impression de me limiter tellement ou de m'auto-censurer. Alors, pour ma bande dessinée L'Arabe du futur, j'avais quand même envie que tout le monde puisse la lire, c'est-à-dire que ce soit à la fois des enfants ou des adultes ou ma grand-mère qui n'aimait pas les bandes dessinées et qui trouvait ça nul. Je voulais vraiment que tout le monde puisse le lire. Donc c'est vrai que voilà, je restais dans ce cadre de ne pas être quand même trop provoquant. Mais j'ai fait des bandes dessinées assez trash, notamment Pascal Brutal, qui m'ont valu souvent des lettres un peu d'insultes. Nós temos aqui perguntas a respeito da violência intrínseca do Islã e o que seriam as consequências do nosso trabalho, como é que a gente continua a criticar ou apenas falar de aspectos controversos das religiões, como o Islã, por exemplo. Vocês querem comentar isso? Eu não entendi, Cláudio, desculpa. Eu não entendi. Há duas perguntas, na realidade, que querem saber por que, havendo tanta controvérsia, se continua a falar ou a discutir ou a desenhar a respeito de religiões. No caso, Islã. Bom, eu respondo? Mas parece que tinha alguma coisa categorizando, né, o essencialismo do Islã na pergunta, era isso? Era um negócio errado do ponto de vista. Bom, enfim, eu assim, não tenho nada contra uma religião específica ou nem uma ideologia específica, uma forma de pensar. Também não chego a ser, sempre esqueço essa palavra, solidário, até esqueço a palavra. Eu acho, o Turrot, ele falava o seguinte: obrigação mesmo, o Turrot, né, que era um cara, sabe, o elogio da revolta, né, ele dizia, obrigação sua é não pisar na cabeça de ninguém, né, agora, você sentir pelo outro, que eu acho que enquanto...
Bom, no meu caso, eu uso a religião tradicional não é um tema para mim, né? É uma religião que eu inventei. Já tenho um seguidor, que é o Plantu, que acredita em mim. E não acho que afete a... Tenho vários fãs que são, inclusive, católico culto, que gosta, acha graça. E tem gente burra em todo lugar, né? Não é só em religião. Uma pergunta seria se o humor, como eu disse, o humor é sempre contra os poderosos, contra a situação atual, contra quem está no poder. Vocês acham que é isso? Você, Plantu e Riyad? L'humour n'est pas forcément que contre les puissants. Enfin, moi, je sais que quand je fais mes bandes dessinées autobiographiques, par exemple, je me moque de mes parents. Et c'est aussi un sujet important. Enfin, c'est-à-dire que de pouvoir... Mon père, par exemple, dans l'Arabe du futur, mon père était quelqu'un de très raciste. Et il était pas du tout pour la démocratie, pas du tout pour la liberté. C'était quelqu'un de très éduqué, mais il rêvait de faire un coup d'État, il rêvait d'exécuter des gens toute la journée. Quand on faisait des courses et qu'un type lui vendait mal quelque chose, il disait celui-là je le fusillerais, etc. Donc je pense que le fait de montrer les choses telles qu'elles sont, c'est pas moi quand je fais mes bandes dessinées, je me dis pas je vais défendre une idée ou je vais attaquer quelqu'un ou c'est plus une manière de décrire le monde, je dirais, l'humour. Ça permet de faire passer des choses graves souvent de manière plus profonde, je trouve, que de les montrer gravement. C'est ce que j'essaye de faire. Et à la fois là j'ai fait un petit portrait de Riyad, parce qu'il est mignon à dessiner comme ça. Et puis, je rajouterai des cheveux tout à l'heure, parce que je sais qu'il aime bien que j'oublie pas de faire les cheveux. Mais c'est vrai que la religion, c'est un... Regardez, par exemple, quand on parlait de la pédophilie dans l'Église, j'avais fait un évêque qui tient par la main un enfant, et l'évêque, il dit « Les voies du Seigneur sont impénétrables », et l'enfant, il dit « Il y a bien qu'elle ». Bon, ça, c'est le genre de dessin que je peux faire dans mon journal, parce que c'est pas du tout contre la religion, c'est pour défendre des enfants qui ont été maltraités. Et il y a 2 jours, dans mon journal, j'ai été relaxé par la justice parce que le pape, 3 jours avant les élections en France, il ne faisait rien, le pape Benoît XVI, et il ne faisait rien pour défendre les enfants. Et donc du coup, j'avais fait l'enfant qui disait « quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche ». Et en fait, ce dessin m'a valu un procès, et le premier jour que j'étais à Rio, il y a 2 jours, j'ai appris par la justice que j'étais relaxé. Et pour répondre à votre question sur l'islam, maintenant, il faut savoir qu'avec Internet, on a des fois des contacts avec des gens qui sont à 1000, à 10 000 km de là, qui ne comprennent pas les images. Et par exemple, ça c'est un dessin de El Chico Triste, qui est un dessinateur espagnol, et le psychiatre, il dit « Qu'est-ce que vous voyez là ?» Et l'autre, il répond, le prophète. Parce que quand on a affaire à des fous, on a affaire à des fous, et donc du coup, il coupe la tête du prophète. Il ne faut pas oublier que même en Arabie Saoudite, au mois de janvier, il y avait de la neige sur les montagnes de l'Arabie Saoudite, et il y a quelqu'un qui a fait un bonhomme de neige, et ça a été mal compris, et du coup, il a reçu une fatwa parce qu'il avait osé faire un bonhomme de neige. Et donc aujourd'hui, il faut faire de plus en plus attention, c'est-à-dire bien avoir... L'idée qu'il ne faut rien lâcher sur la liberté d'expression et défendre les droits de l'homme sans humilier inutilement les croyants. Et ça, c'est un boulot colossal. Quand on veut défendre les droits de l'homme, par exemple, nous, notre association, on essaye de défendre des dessinateurs du monde entier. Par exemple, il y a un dessinateur syrien que tu connais qui s'appelle Ali Farzat. Ça, c'est le boulot de Cartooning for Peace, de l'association que nous avons créée, où on y montre ce dessinateur qui a été à Damas, pris par Hafez el-Assad. Ils l'ont brisé, ils l'ont torturé, ils lui ont brisé tous les doigts. Et ça, c'était un dessin qu'il faisait avant. Et puis, après, il a été torturé. Et malheureusement, il a été obligé de quitter son pays, la Syrie, pour aller se réfugier. Ça, c'était avant.
Et là, c'est quand il a été blessé par les sbires de Bachar al-Assad. Ça, c'est le travail que nous faisons, comme avec Kofi Annan, qui est l'ancien secrétaire général de l'ONU, et qui est notre président d'honneur de l'association, où on essaye de défendre. Ça, c'est un autre dessinateur syrien, il est palestino-syrien, et il s'appelle Hani Abbas. Il vit maintenant à Genève, et Kofi Annan lui a remis un prix pour le soutenir, et maintenant il travaille dans un journal genevois en Suisse. Et donc ce dessinateur est un enfant de Palestine, ses parents ont quitté la Palestine en 1948, ils se sont réfugiés en Syrie, et puis après il a été militaire, et quand il a été militaire, il a fait ce dessin pas très méchant de ce militaire qui renifle une fleur. Et rien que pour ce dessin, il a été obligé de se cacher, il a été menacé, et maintenant il vit en toute liberté, mais en Suisse. Isso quer dizer que o humor não se aprende na escola, ou se tem ou não se tem, e é melhor não mexer com quem não tem. Bom, com relação à pergunta anterior, eu sou pró-Freud, viu? Eu acho que o humor tem lado, sim, é contrapoderoso. Eu acho... Eu tenho essa... Sou... O Plantu criou esse movimento Cartunistas pela Paz, Cartooning for Peace, não é isso? E isso aqui é um livro com as caricaturas dos principais que ele editou pela Bayard. E você quer falar um pouco mais sobre essa sua initiative, essa ONG? Você já falou um pouco, mas como é que isso surgiu? Oui. Alors, on l'a créé il y a 10 ans, quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois, en 2006. Et on s'est dit avec Kofi Annan, il y a peut-être quelque chose à inventer pour ne rien lâcher sur la force politique de nos dessins, pour défendre les droits de l'homme, et à la fois d'essayer de comprendre comment on peut continuer à s'en prendre à tous les pouvoirs, le pouvoir politique, le pouvoir religieux bien sûr, sans humilier inutilement les croyants. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, ce livre, il est tiré d'un film qui s'appelle « Les caricaturistes fantassins de la démocratie » que nous allons montrer lundi prochain au consulat de France à Rio, et ce sera à 18h30 pour ceux que ça intéresse. Et vous y verrez 12 dessinateurs du monde entier qui ont été filmés par de grands cinéastes à Moscou, en Chine, dans le Maghreb, au Proche-Orient, et ils essayent ensemble de voir comment on peut continuer à ne rien lâcher, de contourner les interdits. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment on peut contourner les interdits. Par exemple, si vous montrez cette image de ce dessinateur qui s'appelle Abou Arafat. Khalil Abou Arafat, il travaille à Jérusalem-Est, et ben il contourne les interdits. Il est à Jérusalem-Est et il fait des dessins en ne mettant pas, à cause de la censure israélienne, les termes comme « occupation sauvage ». Et donc ça, ce sont les termes qu'il ne faut pas utiliser. Là, c'est écrit en bas à gauche. Ce sont les mots en arabe qu'il ne faut pas utiliser. Occupation sauvage, c'est pas possible de le dessiner et de l'écrire dans un journal palestinien de Jérusalem-Est. Et puis, il fait malgré tout des dessins, et ça, le film le raconte très bien. Il fait des dessins qui se moquent à la fois de l'armée israélienne et qui se moquent aussi du Hamas. Sa famille est du Hamas. Et lui, il n'est pas du Hamas. Et donc, il est menacé tout le temps. Et il est très, très courageux. Et pourtant, on arrive à faire des rencontres avec des Israéliens et des Palestiniens. Là, on y voit Kishka, les dessinateurs israéliens, et Khalil Abou Arafat, le dessinateur palestinien. Et on essaye à chaque fois, comme il y a 2 mois, on était en Palestine, avec des Israéliens et des Palestiniens, parce qu'on essaye de faire des ponts entre les religions, on essaye de faire des ponts entre les opinions, on essaye de faire des ponts entre les régions. Et ça marche très bien. D'ailleurs, il y a même des dessinateurs israéliens qui font des dessins pour surmonter le mur de séparation entre les Israéliens et les Palestiniens. Mais ce travail, il est casse-gueule, comme quand j'ai fait ce dessin sur le string, j'ai eu des ennuis en Égypte quand j'ai fait ce dessin, quand il a été publié en Égypte. Même le rédacteur en chef a été menacé de mort
quand il a été publié à la une d'un journal. Donc, il faut continuer à ne rien lâcher, tout en disant on veut respecter les croyants, mais à la fois, il faut se battre en essayant d'imaginer comment, au coin d'une rue, il y a peut-être quelqu'un qui nous attend avec une Kalachnikov. Riad, quando nós conversamos ontem, eu fiz uma pergunta a você e você me lançou um olhar terrível, dizendo, isso eu respondo ao vivo, na hora. Então... Je me rappelle plus de la question. Ele não lembra da pergunta e eu também não. Non, je suis désolé, oui, c'est vrai que tu m'as dit ça, mais... Você pode dar só a resposta. Oui, mais je me rappelle plus de la réponse non plus, je sais plus ce que c'était. Je suis désolé. Acho que tinha que ver com o fato de você ter uma ascendência árabe, né, de um país, um pai, e o fato de você viver na França hoje, na França de hoje, nas circunstâncias de hoje, com uma direita que sobe, com o Le Pen e com a possibilidade de ter um governo de extrema-direita na França nas próximas eleições. Como é que você se sente? Se você, por acaso, se sente ameaçado, o que acontece no ambiente que você Non, vive? je pense que c'est un peu caricatural. En France, on n'en est quand même pas là. Enfin, il y a des mouvements d'extrême droite, bien sûr, qui sont forts, mais ils ont toujours été très forts. Alors il y a un retour un peu des conservatismes en France, mais la France, c'est pas un pays raciste du tout. Moi, je suis contre ça. Il y a des racistes en France, ça c'est vrai, mais c'est pas un pays raciste. Et moi, en m'appelant Riad Sattouf, je n'ai jamais eu de problème. La seule chose que j'ai eue, c'est qu'en fait, Sattouf, la sonorité, c'est une blague en français, en fait. Sattouf, ça veut dire ses poils. Je ne sais pas si on peut traduire en brésilien, mais... Et en fait, c'est surtout là-dessus que les gens ont rigolé, mais pas sur le fait que j'ai eu un nom arabe. On ne m'a jamais fait de difficulté parce que j'avais un nom arabe, jamais. Que bom. Eu queria mudar um pouquinho, nós estamos indo por outra coisa, eu queria mudar um pouquinho a respeito há uma discussão sobre arte, se o que eles fazem, o que a gente faz, é arte. Alguns dizem a oitava arte, a sétima seria o cinema e a oitava arte seria o desenho, o cartoon, a história em quadrinhos. O que vocês acham disso, Riad? C'est le 9e, je crois. 9e. Art. Mais je sais pas, j'ai pas d'idée là-dessus. Vraiment, moi la bande dessinée c'est mon moyen d'expression. En fait, je fais ça depuis que j'ai 4 ans. Je raconte des histoires avec des dessins, donc je pourrais pas faire autre chose. Je pourrais pas écrire des romans ou je sais pas quoi. Enfin, moi la bande dessinée c'est mon moyen d'expression et en effet, je considère que c'est un moyen d'expression très très fort et qui peut aborder tous les sujets. C'est-à-dire, on peut à la fois faire des bandes dessinées très drôles, très provocantes, très tristes, il y a tout mille et une faces. Moi, je trouve que c'est un des moyens d'expression les plus riches qui existent, parce qu'on peut lire une BD sans savoir lire, en fait. Tous les êtres humains savent lire des bandes dessinées muettes sans avoir besoin d'apprendre. Voilà, la bande dessinée est inscrite dans l'être humain. Sur les grottes, les hommes préhistoriques dessinaient des animaux pour raconter leur chasse. Les hiéroglyphes égyptiens, c'est des petits dessins mis côte à côte qui formaient des phrases, etc. Donc, moi, la bande dessinée fait partie de l'être humain. Rafa, você é um artista plástico e você faz história em quadrinhos e etc. Você tem alguma pretensão de que o que você faz é também arte? Ah, é bem melhor que arte, né? É bem melhor. As pessoas
valorizam demais a palavra arte, né? Como se a palavra arte agregasse valor às coisas. Sim. Então, a arte, isso acontece estraga quase tudo que entra. Para um negócio de futebol, arte, por exemplo, é um negócio desagradável, quase sempre virou um virtuosismo na linha lateral do campo. Arte é desagradável, né? Arte que já nasce artística. Eu acho que... Cara, eu acho que é uma forma de expressão, como ele disse, mas eu fico... É isso, a pessoa tem uma ideia errônea, por exemplo, de que se você fizer uma má pintura, é melhor que uma boa foto, ou se você fizer uma história em quadrinho muito boa, ela vai ser boa como um livro, né, como um romance, quando na verdade você está colocando uma etiqueta de qualidade no negócio, pelo fato de se é arte ou não, e não é isso que dá qualidade, entendeu? Sei lá, um bom quindim é bem melhor que uma pintura, né, quase todo o modernismo brasileiro, sabe? Então... Je voulais vous montrer une image d'un dessinateur canadien, et justement sur l'art, et j'aime bien, ce n'est pas évident d'encadrer la liberté d'expression, et ce sont deux petits personnages qui sont en train de regarder un cadre, et puis l'art déborde un peu. Et là maintenant je vais vous montrer 3 photos que j'ai prises. D'ailleurs le boulot du dessinateur de presse, c'est un peu d'essayer de faire quelque chose, oh là là, au purée, il va le faire, parce qu'on a toujours peur maintenant quand on fait une création. Et maintenant, je vais vous montrer 3 photos que j'ai prises en Colombie, à Medellín, il y a 5 ans. Et on est sur la principale place de Medellín, et à ce moment-là, il y avait les FARC dans la forêt, qui faisaient les enlèvements, il y avait les narcotrafiquants, il y a toujours les narcotrafiquants, et puis il y avait les paramilitaires. Et donc le maire de Medellín, en Colombie, a dit je vais demander à Botero, l'immense artiste Botero, de faire une colombe. Et il a fait cette magnifique colombe au milieu de la place de Medellín. Et puis, au moment de l'inauguration, il y a eu 30 morts, parce qu'ils ont explosé et la colombe et des pauvres personnes qui ont été tuées. Et le maire de Medellín, et je vais vous montrer la dernière photo pour vous montrer à quel point l'art contourne les interdits et contourne toutes les formes d'intolérance, c'est que Botero, alors que le maire lui disait « on va enlever cette colombe, on va en mettre une autre toute neuve », et Botero a dit « non, 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 laissez la colombe exploser, et puis mettez une colombe toute neuve à côté, et depuis, il n'y a pas eu de problème, l'art est plus fort que l'intolérance. » Palmas. Eu fiz essa pergunta a respeito da arte porque um dos grandes desenhistas, chama Steinberg, né? Ele publicou a vida toda, principalmente na New Yorker, mas na exposição que nós vimos recentemente aqui no Brasil, nós vimos que uma grande parte da produção dele não foi feita para ser publicada. Ele reservou uma série de desenhos que ele considerava ser de uma outra natureza. Na realidade, a minha pergunta ia um pouco nesse sentido. Se, além do trabalho que vocês fazem, vocês sentem a necessidade de se expressar de uma outra forma daquilo que se chama arte plástica. Enfim... Eu continuo mesmo... Bom, meu trabalho acabou virando os quadrinhos, né? E essa coisa do Steinberg é curiosa, né? Porque já me perguntaram isso. Se eu considerava mais ou menos artístico um trabalho porque saía impresso, ou porque alguém tinha pedido para fazer, né, o trabalho, né? Às vezes o cartoon faz um cartoon. E se isso não tiraria uma espécie de pureza original da obra de arte. Como se tivesse alguma pureza, por exemplo, no Rembrandt, né? Que os trabalhos eram encomendados, muitas vezes eram versões de quadros que já existiam. Então, eu não sinto falta, porque aliás, quando o editor devolve o negócio, eu considero parte do trabalho de arte, discutir com o editor. Às vezes o cara tem uma ideia melhor do seu trabalho que você mesmo, né? Às vezes o negócio de arte tem um preconceito comum de achar que a arte é uma coisa que está dentro do artista
e ele põe para fora, quando na verdade, acho que fora os gases, né, não tem nada dentro da gente. Assim, Pronto? Qu'est-ce que je peux dire après? L'art peut intervenir n'importe où. Et c'est là où je me rends compte que, par exemple, il y a 25 ans, j'avais rencontré Yasser Arafat. Et lui, à l'époque, il me reçoit quelque part à Tunis. Il n'est pas capable de dire « je reconnais l'État israélien ». Et il prend un feutre bleu que je lui tends et il me dessine l'étoile de David du drapeau israélien. On fait de l'art alors que je pensais rencontrer un homme politique. J'étais venu avec mes crayons, avec mes feutres, et il me signe la reconnaissance du peuple israélien alors qu'il n'est pas capable de le dire par la bouche. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a une magie qui fait qu'à ce moment-là, il a dit quelque chose qui lui échappait parce que je faisais du babysitting avec des petits feutres et que je lui donnais des feutres et il me faisait plein de dessins qu'on a terminé après avec Shimon Peres à Jérusalem pour essayer de voir comment l'art peut essayer de faire un pont entre les Israéliens et les Palestiniens. Voilà. Très bien. Muito bom. Muito bom. Nós temos aqui algumas perguntas que vieram do público aqui. Uma é para o Riad, querem saber qual é a importância da psicanálise na sua vida e no seu trabalho. En fait, c'est vrai que surtout sur l'Arabe du futur, il y a une forme de travail psychanalytique parce que j'ai exposé la vie de ma famille telle que je l'avais vécue. Et j'essaie de parler de mon père et de ma mère de manière honnête en montrant leurs côtés sombres et les côtés... Donc c'est vrai que je suis très intéressé par l'éducation et par la manière dont le comportement qu'on va avoir avec des jeunes va définir les adultes que ça va devenir. Ça a été une grande partie de mon travail, notamment dans la vie secrète des jeunes. Et dans l'Arabe du futur, c'est ça aussi, c'est-à-dire que des enfants qu'on tape toute la journée, quel genre d'adulte ça va devenir? Est-ce que ça va devenir des gens soumis, ou est-ce que ça va devenir des gens résistants à la douleur, ou est-ce que ça va devenir des gens qui vont avoir envie de taper aussi à leur tour? Et c'est des sujets que je trouve très intéressants à explorer. Et par exemple, souvent on me demande mais pourquoi vous faites telle histoire plutôt qu'une autre, etc. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est pas vraiment moi qui décide l'histoire que je vais faire. Elle s'impose d'elle-même. Par exemple, quand j'ai commencé l'Arabe du futur, j'étais parti sur une autre idée de bande dessinée. Et en fait, il y a quelque chose de plus fort qui est venu dans ma tête et qui m'a dit « fais-le maintenant, fais ça ». Donc c'est vrai que c'est pas très conscient, il y a une forte part d'inconscient. L'inconscient est très présent en tout cas dans la façon dont je fais des bandes dessinées. Riad, você também fez filme e chama Les Beaux Gosses, os garotos bonitos. Você pode dizer como é que foi a sua experiência? Porque é muito diferente você desenhar e pronto, e acabou-se, e filme. Qual é a distância entre o que você pensou fazer e a réalisation du film? Voilà, moi j'avais fait plusieurs bandes dessinées avec sujet principal les jeunes, la vie des jeunes, la façon dont ils se comportent. Et donc un producteur de cinéma aimait beaucoup mes bandes dessinées, il m'a proposé de faire un film. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu à me battre pour faire le film. On m'a proposé de le faire, donc c'était des conditions de rêve incroyables, c'était une sorte de miracle. Et le premier film que j'ai fait, j'ai voulu le faire avec des acteurs non professionnels. Voilà. Donc je suis allé dans une école, dans plein d'écoles, et j'ai choisi des élèves qui arrivaient à être eux-mêmes devant la caméra. Donc c'était une expérience très gratifiante en fait, parce que c'était une première fois pour tout le monde. À la fois c'était la première fois que je faisais un film, c'était la première fois pour les ados de jouer dans un film, donc c'était très enrichissant et moi j'ai trouvé ça très différent évidemment de la bande dessinée. C'est deux mondes complètement séparés. Quanto tempo demorou para fazer o filme? J'ai écrit le scénario pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai tourné le film en 8 semaines. Voilà. On avait beaucoup répété avec les ados, les enfants et tout. C'était
une expérience très, très enrichissante. Et maintenant, ils ont grandi, ils sont devenus des adultes et je suis ami avec la plupart d'entre eux. Plantio, você fez animação? Oui, un petit peu. Là, j'ai fait tu fais de la psychanalyse avec, avec Riyad. Je trouve ça mignon. Oui, on utilise beaucoup les animations dans nos expositions. Et d'ailleurs, Alice Tout-le-Monde, qui travaillait avec moi, qui est présente ici, elle travaillait avant à Cartooning for Peace. Et on était en lien avec une école d'animation qui s'appelle Les Gobelins. Et on reprenait des dessins d'une Iranienne, par exemple, qui s'appelle Firouzeh, qui est iranienne. Et on faisait traduire ces dessins en animation. Je vous montrerai tout à l'heure. Deixa eu fazer uma pergunta. Há muitas perguntas que se dirigem à questão do Charlie Hebdo. As pessoas estão curiosas a respeito disso e querem saber se algo mudou na vida de vocês depois. Isso se refere muito mais aos nossos amigos franceses. Se algo mudou na vida de vocês depois disso. E eu faria a seguinte pergunta. Eu queria saber como é que vocês souberam disso? Como é que chegou a notícia e o que vocês fizeram em seguida? Alors, moi, Charlie Hebdo, j'avais quitté le Charlie Hebdo 6 mois avant les assassinats pour faire une page de bande dessinée dans le Nouvel Observateur, qui est un magazine français. Donc, je ne travaillais plus à Charlie Hebdo. Moi, ça faisait des années que j'envoyais mon dessin par mail, en fait, et je n'allais jamais les voir. Je ne participais pas aux conférences de rédaction parce que toutes les semaines, je faisais ma page de bande dessinée. Elle revenait, quelle que soit l'actualité et quels que soient les événements qui passaient. Donc j'ai appris les assassinats sur Twitter. En fait, j'étais en train de regarder mon téléphone et j'ai vu des gens qui disaient « mais incroyable, des hommes en armes à Charlie Hebdo, etc. » Voilà, j'ai découvert comme ça. Et c'était bouleversant, en effet. C'est les dessinateurs... Enfin, en France, en tout cas, c'est important de savoir que les dessinateurs de Charlie Hebdo, c'était pas des gens qui vivaient dans une tour d'ivoire. Tous les dessinateurs les connaissaient. Tout le monde a des souvenirs avec les dessinateurs. Enfin, c'était des gens qui étaient très populaires, même parmi. Enfin, voilà, tous les dessinateurs français ont été traumatisés, je pense. Même ceux qui n'aimaient pas Charlie Hebdo. Tout le monde avait une histoire avec un dessinateur, Cabu, par exemple. C'était un dessinateur qui a marqué toute ma génération parce qu'il apparaissait dans une émission pour enfants qui s'appelait le Club Dorothée et il donnait des cours de dessin. Et en fait, tous les enfants ont appris à dessiner avec Cabu. Moi, même quand j'avais 8 ans, je recopiais ses dessins et j'utilise encore des trucs qu'il nous a montrés à la télé. Donc c'était un traumatisme gigantesque, quoi. Toi, Plantio? Oui, comme Riyad, je connaissais tous les dessinateurs qui ont été assassinés. Et puis Tignouz, c'était un dessinateur qui était en plus un ami, qui faisait partie de Cartooning for Peace et avec qui régulièrement on faisait des animations dans les endroits où on faisait des dessins pour les gens qui passaient. Et là, aujourd'hui, faire des dessins pour des gens qui sont dans un lieu commercial, par exemple, un passage comme au milieu de Paris, il y a un endroit qui s'appelle le Forum des Halles, et bien, très franchement, maintenant, je pense qu'il faut continuer à le faire, mais il faut, au tout départ, dire « Attention, on fait des dessins pour essayer de tendre la main vers les autres ». Et c'est là où maintenant, on a à réfléchir sur la responsabilité de nos dessins, parce qu'on essaye de faire des ponts pour essayer de se dialoguer avec des gens qui ne comprennent pas forcément nos images. Et c'est pour ça qu'on essaye de rassembler des dessinateurs musulmans, juifs, chrétiens, agnostiques, athées. Et là, justement, je peux vous montrer justement une dessinatrice iranienne. Et vous voyez, par exemple, on la fait venir des fois alors qu'elle est musulmane, elle est de Téhéran, et elle fait des dessins contre les prisons et contre la peine de mort. Et ça ne manque pas de panache, et c'est pour ça qu'on essaye de faire ces ponts pour dire, attention, on essaye de continuer à nous en prendre contre les atteintes aux droits de l'homme, mais on ne veut pas humilier inutilement les croyants. Et ce dessin, nous l'avons traduit en dessin animé, et je trouve que faire vivre après un dessin qui est fixe,
en 2 dimensions et le faire en animation et qu'on le montre dans les expositions qu'on fait un peu partout en France et à l'étranger, eh ben, ça fait vivre la liberté d'expression de nos amis musulmans, chrétiens, juifs, et à chaque fois, on fait en sorte que leurs images puissent essayer de construire un monde un tout petit peu meilleur, et si on n'y arrive pas, en tout cas, on fait comme si, on essaye. Muito bem. Eu queria saber estamos chegando ao final, é isso? Queria saber se vocês acham que tem, essa pergunta vai para os 3, se vocês acham que vocês têm uma missão específica com o que vocês fazem. Bom, a minha é irritar o máximo de pessoas que eu puder, no tempo mais curto, de forma mais eficaz. Tenho conseguido pelo feedback, eu sinto que tenho. Enfim, eu não tenho, mas não é, realmente não é uma missão pacificadora. A minha não acho. Acho também que tem um negócio no Brasil. O Brasil é um país violento, né? É um país. A gente matou 1 milhão de pessoas assassinadas nos últimos 20 anos. É um número suplanta a maior parte dos países em guerra. E lógico, a paz física, a paz, enfim. Não ter o confronto armado, não ter confronto. Até o verbal é desagradável, né? Mas eu acho que, no meu caso, é uma coisa de... Enfim, acho que é uma situação que não explodiu ainda, uma situação de violência que as pessoas acham que explodiu, estourou no Brasil, né, que atingiu o limite. Eu acho que não, eu acho que está prestes, assim, se você for, acho que se eu tiver alguma, além de irritar os outros, ser sincero, né, tentar ser, então, a minha visão do país não na minha opinião, assim, eu acho que o Brasil é o terceiro Reich do índio brasileiro, é o Talibã da mulher brasileira e a Ku Klux Klan da população negra brasileira. É um negócio... E é uma situação que não vai se resolver. O cara não entrega as coisas de boa, entendeu? As pessoas não entregam. E acho que o Moro não vai fazer nada, eu não tenho essa... O escritor Antônio Calado, já no final da vida, ele dizia que ele estava tristíssimo porque ele não ia ver o Brasil chegar ao seu futuro, se realizar. E ontem o Janete, no debate que houve aqui ontem do Janete e o Siddhartha, o Janete terminou dizendo que, na realidade, quem escreve, quem estuda, historiadores olham para o passado. Se a gente não deveria começar a olhar para o futuro, eu acho que não só no Brasil, mas em relação ao mundo, olhar o futuro e tentar encontrar alguma solução. E qual é? Se a nossa atitude é essa, de esperança, de procurar uma saída para os impasses que nós temos, qual é o papel que o humor tem em relação a isso? Se vocês acham que tem algum. Yad? J'ai pas le sentiment d'avoir une mission quand je dessine un livre. Alors, dans le cadre de l'Arabe du futur, j'ai quand même l'impression d'avoir vécu une expérience particulière qui est d'avoir grandi dans un village syrien perdu dans une campagne et de pouvoir le raconter pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est que de vivre dans ces conditions-là. Parce que les gens qui vivent comme moi j'avais de la chance d'être plus riche que la moyenne. Mon père, il voulait vivre dans son village, mais les autres enfants, ils y sont toujours actuellement dans ce village. Et ils ne pourront témoigner des conditions dans lesquelles ils ont grandi, de comment l'école les a traités, etc. Donc c'est comme un récit de voyage, en fait, que je fais. Mais je me dis jamais... je dois faire progresser l'humanité ou ce genre de choses-là. Je pense pas. J'essaie de faire les récits les plus... qui me plairaient à moi, enfant. Voilà.
Et nous, ce qu'on essaye de faire avec l'association Cartooning for Peace, c'est d'être amoureux, de continuer à être amoureux du travail des autres. Et par exemple, régulièrement dans le monde, on essaye de faire une page où on met un coup de projecteur sur le Proche-Orient, sur le Maghreb, sur l'Afrique, sur la Chine, et puis récemment sur le Brésil. Et je trouve que faire des dessins et mieux faire connaître le travail des talents de nos amis brésiliens, eh bien, ça nous enrichit, nous, et ça nous permet, par exemple, il y a Johanna, qui est une dessinatrice franco-brésilienne, et elle a raconté il y a quelque temps les manifestations dans les rues d'un peu partout, et de Rio, bien sûr, au moment où il y a eu les manifestations contre l'augmentation du prix des transports. Elle s'appelle Johanna Tomé de Souza. Et puis, le boulot du dessinateur, c'est aussi de se faire plaisir, c'est-à-dire que quand on fait des dessins, eh ben, quand on fait un perroquet, eh ben, il faut avoir le plaisir d'avoir le plaisir de faire courir la main sur la feuille blanche et de faire dessiner un petit perroquet, qui est un peu mon petit symbole du Brésil. Et puis on fait danser les crayons. Au lieu d'être sur des branches, c'est des branches en forme de crayon. Et puis au bout du compte, ça me donne envie à chaque fois de revenir au Brésil et de vous dire merci de nous accueillir ici à Paraty. Nós chegamos à nossa hora, vamos ter que encerrar. Queremos agradecer a Riad, ao Rafa e ao Plantu por nos ter brindado com essa discussão e lembrar que eles vão autografar o livro aqui perto. Merci beaucoup. Obrigado.